Kiosque, Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce numéro de ce jeudi 20 avril 2023. Nous allons tout d'abord lire les grandes lignes des journaux parus dans la capitale ce matin. L'agence congolaise de presse a titré « Bitou Keïta, la question du cantonnement du 1-23 est à ses jours irréductible ». C'est les titres de l'agence congolaise de presse. C'est la prospérité titré Adolphe Mouzitou et son Lamouka qualifie les allégations de Paul Kagame de violation de la charte de l'Union africaine. Et ce journal revient sur les recommandations de l'ancien Premier ministre. Alors, Forum des As condamne dans son édito les silences de la communauté internationale. La gravité des propos de Paul Kagame constate avec silence de mort des différentes cénacles de la communauté internationale. Toujours à sa une, Forum des As d'écrire processus électoral. La Commission africaine pour la supervision des élections s'inquiète sur les financements du processus électoral en RDC. Cette structure interpelle la CENI, la Cour des comptes et l'IGF sur les garanties de financement de ce processus. Avenir, le quotidien L'Avenir a écrit ce matin, accusé le Rwanda de capoter la réunion de ministres de la Défense de l'EAC qui était prévue mercredi. Estimant que leur sécurité à Goma n'était pas garantie. Ce qu'écrit L'Avenir. La tempête de tropique, la société civile du Nord Kivu exige des précisions sur le mandat de la force régionale de l'EAC, un appel pathétique consécutif à la cacophonie constatée sur terrain. Voilà. Ce sont là les grands titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Et puis, il y a d'autres médias en ligne que nous avons lus ce matin. Média Congo, devant le Conseil de sécurité, l'envoyé spécial secrétaire général de l'ONU pour la région du Grand Lac. Note la persistance de tensions entre la RDC et le Rwanda. Selon lui, l'urgence est de mettre fin à la crise. Il faut éviter l'escalade vers la guerre. La région des Grands Lacs n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Nous avons également lu Actu.cd qui dénonce la poursuite du test de Covid à l'aéroport. 3 ans après son instauration, le test de Covid obligatoire à l'aéroport a fini par montrer son caractère nul, rien de spécial. Tout s'apparente désormais à une escroquerie sans commune mesure selon plusieurs sources qui se réfèrent aux plaintes des voyageurs par avion. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Nous avons 2 invités dans ce plateau, Pascal Ouonji et Walter Kouy. Avec lui, nous allons donc revenir, avec eux, pardon, nous allons revenir sur les différentes réactions après les propos de Paul Kagame sur les frontières de son pays. Et nous allons également parler du processus électoral avec cette inquiétude de la Commission africaine pour la supervision des élections. Et nous allons ensuite parler avec mes 2 invités de cette information qui circule notamment sur les réseaux sociaux que le budget 2023 serait réduit à 3 milliards de dollars au lieu de 16 milliards qui, selon certaines sources, ça reste à vérifier, serait fictif. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle, merci pour l'invitation. Je remercie également Didi Moutiri parce qu'il a insisté, il a bien voulu que je vienne intervenir aujourd'hui. Je crois qu'il m'a appelé plus de 4-5 fois. Ça valait la peine. J'ai compris le degré de la considération à ma personne pour que j'intervienne aujourd'hui. Pour cela, il mérite mes remerciements, autant pour les différents téléspectateurs qui nous suivent. Nombreux m'ont appelé après ma dernière prestation ici où j'étais seul sur plateau. Beaucoup ont apprécié et je crois que le même exercice, nous allons le faire encore ce jour. Vous avez vous avez évoqué le cas de test Covid à l'aéroport. Il est vrai parce que quand vous passez, on vous l'exige, mais simplement ce n'est plus très obligatoire comme ce fut le cas dans quelques jours passés. Mais ce n'est pas toujours bon parce qu'ici nous sommes libres, on ne peut même pas poser cette question à l'aéroport en toute réalité. Donc il faut que rapidement on trouve solution à cette question, qu'on laisse les gens en tout cas circuler librement. Deuxième aspect, toujours à l'aéroport, c'est aussi la problématique des GoPass. Ça dérange les gens franchement parce que quand vous êtes ailleurs, vous ne voyez pas ce que nous connaissons chez nous ici. Au début, j'avais suivi le chef de l'État évoquer des promesses dans ce sens-là. Moi je pense qu'il est temps aujourd'hui pour que
même cette taxe-là soit revue, parce qu'en toute réalité, lorsqu'on se pose des questions, ça apporte quoi, ça fait quoi, l'argent prend quelle direction? Bon, les explications parfois ne sont pas très claires, et donc je pense qu'il y a moyen de revoir comment, surtout dans notre aéroport, les taxes et des tracasseries qui n'honorent pas notre image peuvent être mis de côté pour permettre que les gens circulent librement. Merci Pascal. Alors Pascal sera face à Walter Couille, je l'annonçais déjà. Bonjour Walter. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à mon aîné Pascal. Bonjour mon frère. Voilà. Nous allons prendre le premier sujet avec vous. C'est l'information qui circule partout sur les réseaux sociaux, notamment au sujet du budget. Ça reste à vérifier. Le budget a été réduit à 3 milliards selon certaines sources. Et vous avez également suivi cette information, Walter? Non, je crois qu'il s'agit de la manipulation parce que depuis que le budget a été promulgué par le président de la République, un budget évalué à 16 milliards et quelques millions de dollars pour réévaluer ou faire une modification doit passer par les mêmes canaux. Donc, le Parlement, l'Assemblée nationale et puis le Sénat, ce n'est pas quelque chose qui va survenir comme dans une génération spontanée où un ministre de l'économie ou du budget, finance, soit-il, va se lever un jour pour dire que le budget a été revu à la baisse ou il a été augmenté. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des rumeurs qui ont été alimentées par ce retard cumulé s'agissant de la paye des fonctionnaires de l'État. Parce que la question que les gens se posent, comment se fait-il que le budget est évalué à 16 milliards de dollars, mais qu'on n'arrive pas à payer les gens alors que quand le budget est à 4 milliards, on paye régulièrement les fonctionnaires et puis en bonne date. Mais ce que les gens doivent aussi retenir est que nous venons de finir le 3e trimestre de l'année en cours. Quand on parle d'un budget de 16 milliards, ce sont les recettes qui seront mobilisées du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas qu'on a déjà 16 milliards de dollars aujourd'hui ou depuis le mois de janvier et qu'on commencera à utiliser cet argent jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un exercice et les gens doivent comprendre et les différents économistes ou financiers sont formels quant à cette vérité de chiffres. Et aussi, nous savons que la mobilisation des recettes n'a pas été fameuse au premier trimestre et c'est tout à fait normal que nous puissions vivre les situations que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que je pouvais peut-être condamner, c'est qu'on n'a pas su anticiper avant. Parce qu'on a constaté que depuis le mois de février, il y avait un retard dans le paiement. D'ailleurs, janvier, il y avait un retard dans le paiement. On l'a constaté au mois de février. Et puis, le mois de mars qui est terminé, mais jusqu'à ce jour, certaines administrations et même les cabinets politiques ne sont pas encore payés. Et c'est ça l'objet d'inquiétude. Mais par rapport à la réalité, ça pousse des gens à réfléchir de la sorte. Parce que quand il n'y a pas d'information, les gens spéculent. Donc, le manque d'information crée un vide qui pousse les gens à spéculer. L'autorité publique devrait communiquer, beaucoup communiquer personnellement, communiquer régulièrement, faire large diffusion pour que les gens comprennent réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, personnellement, j'ai suivi les fonctionnaires, plutôt les syndicalistes, à l'issue de leur réunion avec le gouvernement. Donc, réunion gouvernement-ban syndical la semaine passée. Le gouvernement, selon le président de l'INAP, l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, a laissé entendre que le gouvernement avait pris la décision de faire de telle sorte que la situation qu'on a vécue au mois de janvier, février et mars ne se répète plus le mois qui suit, donc au trimestre qui suit, qui prend le mois d'avril, mai, et puis le mois de juin. Selon certaines sources d'information, j'apprends déjà que la paye du mois d'avril a été lancée s'agissant de l'armée, la police, parce que ce sont le premier à être payés s'agissant de tous ceux qui travaillent pour l'État. Donc, généralement, la paye pour l'armée, la police est lancée à partir du 15 de chaque mois. Donc, ce qui signifie que pour le mois d'avril, cela sera respecté. Je suppose que l'engagement du gouvernement sera respecté lettre par lettre pour que l'on ne revive pas ce qui a été vécu les 3 premiers mois de l'année 2023. Mais s'agissant de cette rumeur de revoir le budget à 3 milliards selon les instructions du FMI, l'information n'est pas authentique et elle n'est pas une information, c'est une fausse information. C'est un fake, comme disent les Anglais. Un autre élément,
gens du FMI, ils sont encore ici. Moi, je les ai suivis. Hier, ils ont été reçus par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, et ils ont effectivement parlé de tout ce que, du secteur de l'économie en RDC, les réformes qu'il faut entreprendre pour que nous, la gestion de notre pays soit un peu plus orthodoxe s'agissant de la vérité des prix du carburant et tout ce qui s'ensuit s'agissant de la décote et produits pétroliers. Voilà un peu, c'est une question complexe et les réponses doivent être aussi trouvées de façon transversale pour que l'action du gouvernement apporte des réponses aux problèmes des Congolais. Merci Walter. Pascal, outre la communication, parce que face à cette rumeur, face à ces fake news, mais vous ne voyez même pas qu'il faut aussi qu'on sente sur terrain ce budget de 16 milliards, comme disait Faimbika hier, qu'avec un budget de 4 milliards, les gens étaient payés, mais avec des prévisions, comme on dit 16 milliards, il y a des impayements partout. Non, les gens étaient payés, mais nous étions en train de marcher ici, nous étions en train de dénoncer. Ne donnons pas toujours l'image d'un passé meilleur alors que nous connaissions un passé mauvais aussi. Pas très longtemps. Pourquoi les marches ont été motivées hier? Pourquoi les contestations étaient motivées, étaient justifiées? Parce que les conditions étaient difficiles. On ne peut pas aujourd'hui donner l'impression comme si hier, c'était meilleur pour les Congolais, c'était pas meilleur. Lorsqu'on réfléchit sur le meilleur, il ne faut pas faire recours à un passé récent. Non. Peut-être que lorsqu'on sortait de l'indépendance, ça peut aller. Mais il y a un problème sociétal chez nous aujourd'hui. On ne table pas sur le tangible. Curieusement, même des gens très sérieux, sur une telle question, donnent des informations à l'opinion publique, à travers les réseaux sociaux. Vous regardez la personne et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pas longtemps, même sur mon image, et dernièrement ici, il y a un jeune qui publie sur moi. Je regarde, mais finalement, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Dois-je descendre très bas pour répondre à un tel monsieur? Qu'est-ce que je fais? C'est déshonorant en toute réalité. C'est comme ça que j'encourage même, je félicite aujourd'hui le ministre de la numérique pour que finalement cette loi soit de pratique de manière, lorsqu'il y a des désinformations comme ça, qu'on essaie de redresser les gens. Donc, cette information du budget, c'est une très fausse information, du fait simplement que quand vous regardez les publications qui sont faites, personne ne vous prouve un quelconque élément essentiel. Voilà, nous avons une telle société qui crée des informations subjectives autour desquelles nous engageons des débats. Ça, c'est notre société. La réalité, c'est que, effectivement, il y a eu une rencontre entre le ministre d'État au budget et le FMI. Et c'est à marge des travaux de la réunion de printemps 2023 du groupe de la Banque mondiale. Il y a eu une rencontre à Washington et ils sont venus ici, à la République démocratique du Congo. Maintenant, vous avez suivi Walter vous dire qu'ils sont ici. Mais il n'y a pas d'évaluation sur le budget. Leur débat ne fait même pas allusion au budget. Alors qu'est-ce qui fait d'urgence? Mais simplement parce que vous savez, on s'approche petit à petit aux élections. Il faut de temps en temps, en même temps, chercher à ternir l'image des autres. Voilà le débat. La réalité sur le terrain. Non, mais ça aurait été... Moi, quand je vois Walter, ne fût-ce que l'image qu'il a eu à construire dans sa vie, n'est-ce pas? Lorsqu'il publie un truc, aussitôt j'ai confiance. Mais lorsque Walter publie un truc, pourtant il bénéficie de ma confiance, mais ce qu'il publie c'est de la subjectivité, mais prochainement je risque de ne pas les considérer. Et c'est ce qui est fait. Quand vous regardez les gens qui publient sur cette information, vous dites, mais finalement c'est quoi en réalité? Mais l'information n'est même pas fondée. Je ne parle même pas d'une rumeur. C'est simplement du n'importe quoi. Et alors, ce n'est pas bon pour un État, pour un pays sérieux, pour des gens sérieux, pour des politiques sérieux. Et donc, une fois je suis d'accord avec mon confrère sur la problématique du paiement. À ce jour, en tout cas, ça devient insupportable, en toute réalité. Déjà, des gens qui, les fonctionnaires de l'État, le salaire à peine les permet de pouvoir payer les loyers, de pouvoir payer ne fût-ce que les frais d'études de leurs enfants.
Mais vous faites 1, 2, 3 mois d'impaiement. Ce n'est pas une bonne chose aussi. Je pense que le ministre du Budget, le ministre des Finances, devrait maintenant s'activer rapidement. Même si le confrère dit que le paiement a commencé. Non, on ne peut plus respecter la procédure de paiement où ça prend encore des jours pour payer telle couche, étant donné qu'on a accumulé de retard. Qu'on paye les gens du coup rapidement pour qu'on soulage cette question. On soulage la souffrance des gens. Et c'est comme ça que moi j'interpelle le ministre du Budget et le ministre des Finances à pouvoir tout faire pour résoudre la question rapidement. Est-ce que le paiement va tenir compte les 2 mois déjà cumulés ou encore on va dire on paye mars, on attend on va payer avril, on attend on va payer... Non, je crois que c'est février et mars. Il faut payer rapidement. Il faut payer alors 2 mois sinon 3 mois du coup. Ça va soulager beaucoup de gens. De mon point de vue, la faute à ce stade revient au ministre des Finances et au ministre du Budget. C'est la raison pour laquelle les gens ont créé cette rumeur, peut-être, pour faire pression à ce ministre. Oui, mais alors il ne faut pas revenir sur des informations non justifiées. C'est pas bon, ça n'honore pas. Si c'est moi, Pascal, qui publie Gisèle, vous n'allez pas me considérer. Lorsque vous allez voir que j'ai avancé n'importe quel argument, le peu de respect que vous portiez sur moi, vous voyez moi alléguer de tel point de vue, mais ce ne sera pas honorifique, au fait. C'est comme ça que je dis, c'est tout un problème sociétal aujourd'hui. On ne table pas, quand même quand vous suivez nos débats ne sont pas très intelligents. Nous ne sommes pas dans la profondeur lorsque nous analysons les faits. Souvent, nous sommes dans le superfétatoire, dans le prosaïque, dans l'élémentaire. On n'est pas profond. Quand vous suivez le débat ailleurs, vous sentez vos amis aller plus loin pour rechercher ce qui est plus ultime pour le pays. Mais nous sommes sur les petites attaques pour des choses élémentaires, inutiles. C'est là que nous sommes. Donc, je dis, ici, il y a un problème sociétal que nous devons corriger rapidement. Alors, Pascal Owonchi, par rapport à ces impaiements, il y a certaines personnes, certaines sources qui justifient cela par rapport à la situation de l'Est, la guerre, l'argent est affecté par là. Vous êtes d'accord avec eux? Non, ça ne peut pas être justifié comme ça. La guerre, ce n'est pas la première fois que nous connaissons la guerre. Autant que nous avons la guerre, n'est-ce pas, où on tue nos frères, nous devons déplorer à haute voix, autant que nous devons aussi éviter la guerre sociale. C'est aussi une forme de guerre. Quand les gens ne mangent pas, quand les gens ne sont pas payés, c'est une guerre, en d'autres termes. L'État prend en compte tout ça. Lorsque nous sommes un État, à chaque instant, nous devons imaginer qu'on peut aussi nous attaquer militairement. C'est comme ça qu'on dégage parfois le budget militaire. À de telles éventualités, nous devons faire face parce que nous avons déjà épargné ce budget. Lorsque nous avons un tel cas, voici ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas parce que nous avons la guerre qu'on ne sera pas payé les gens, nous allons justifier le non-paiement par la prise en charge des militaires au fond. On doit serrer la ceinture. Ce n'est pas vrai. Alors, même alors, mais il faut informer normalement l'opinion. Il faut préparer l'opinion. Que les gens comprennent que si nous ne sommes pas payés, en tant que compatriotes, parce qu'il y a ça, nous nous engageons, nous acceptons la souffrance pourvu qu'on trouve la solution essentielle à l'est du pays. Mais tant que ce n'est pas communiqué, vous allez justifier cela comment? C'est pas sérieux quand même lorsqu'on gère l'État de cette manière-là. Alors, Terpouille, face à la situation d'impaiement, est-ce que vraiment l'année électorale, l'élection de 2023 vont se tenir? On voit déjà l'alerte de la Commission africaine pour la supervision des élections qui s'inquiète sur le financement du processus électoral. Il interpelle même la CENI, la Cour des comptes et l'IGF. Est-ce que vraiment, à l'allure où vont les choses, c'est possible d'avoir des élections de décembre? Non, je crois que nous devons être prévoyants parce que les élections ne se préparent pas pendant l'année électorale. Je suppose que les élections ou le financement des élections a été anticipé, préparé bien avant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni la CENI, moins encore le gouvernement, n'ont communiqué sur l'impossibilité de tenir le délai tel que le veut la CENI dans son calendrier. Je crois encore qu'il y aura élections présidentielles, législatives à tous les niveaux cette année, jusqu'au jour où le gouvernement ou la CENI diront ou dira qu'il y a impossibilité de tenir les élections. Mais je crois que c'est un devoir pour le régime actuel de faire en sorte que les bonnes élections puissent se tenir cette année. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le seul pays où il y a des problèmes.
Je peux citer 3 ou 4 pays qui sont en guerre, qui ont beaucoup de difficultés. Je parle du Niger et plusieurs autres pays où les élections ont été organisées. Nous ne pouvons pas toujours faire l'exception dans le mal, qu'à chaque fois, ça n'a pas été parce que nous n'avons pas su mieux gérer. Donc, cette année, je veux que l'on ne puisse pas rééditer le glissement qui s'est opéré ou qui s'est effectué en 2016 à 2018. Je crois et je souhaite que l'autorité publique redouble davantage d'énergie, d'ingéniosité pour trouver les moyens nécessaires afin d'organiser ces élections. Il n'y a pas encore inquiétude jusque-là. Il y a l'inquiétude de la Commission africaine. Hein, oui, la Commission africaine, oui, mais c'est le travail des ONG. Elles sont là pour alerter, tirer la sonnette d'alarme, faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir dérapage. C'est un bon travail qu'ils font, on ne peut pas les condamner, mais nous ne pouvons pas le prendre pour du pain comptant. Donc, sous réserve que le gouvernement n'est public ou ne communique sur l'incapacité de financer les élections, nous devons croire et que ceux qui vont se lancer à ce processus se préparent et pas se fier aux inquiétudes des ONG qui disent qu'il y a impossibilité d'organiser les élections. Je crois qu'il y a encore possibilité de suffisamment trouver les moyens au niveau interne pour financer les élections. Parce que si vous voyez le travail de l'IGF tel que fait depuis l'avènement de Gilles Alinguete ou quelques temps avant lui avec le doyen Batou Benga, depuis que l'IGF a été remis en selle, c'est un service public qui s'est déployé pour capter les ressources. Bien que lors de son dernier tweet, Jules Alinguete plutôt continue de décrier ce problème, ce cancer de la corruption qui gangrène la société congolaise. Donc, c'est un problème sociétal. Il faut des mesures fortes pour que solution soit trouvée. Je ne dis pas qu'on va totalement éradiquer la corruption, mais il faut la réduire à un niveau que cette corruption ne puisse pas nuire à l'intérêt de la population. Donc, il y a possibilité, si on est sérieux, de boucher tous les trous afin que l'État arrive à mobiliser les 16 milliards tels que projeté par la loi budgétaire 2023. Alors Pascal, vous avez la même lecture par rapport à cette inquiétude de la Commission africaine sur le financement des élections en République démocratique du Congo? Oui, la question électorale, c'est une question importante qui concerne d'abord la vie nationale. C'est pour nous-mêmes. Parce que nous avons une expérience, nous avons organisé en 2006, 2011 et 2018, nous avions connu ce que nous avions connu et nous sommes en droit de rectifier le mal qui a été fait hier. De ce point de vue, je ne pense pas que nous devons attendre maintenant qu'on nous rappelle de l'extérieur et sans que nous-mêmes, à l'interne, nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour notre pays. Je vous ai toujours dit ici, si nous voulons avoir une société sérieuse, à partir du moment où nous avons accepté la démocratie, il faut tout faire pour qu'on ait de belles élections. Parce que, mon argumentaire, le sens de l'élection, c'est le choix sur les meilleurs d'entre nous. Ces meilleurs d'entre nous ne peuvent être choisis que lorsque ces élections sont correctement bien organisées. Si les élections ne sont pas bien organisées, on n'aura pas les meilleurs d'entre nous. La conséquence, je reprends le point de vue, c'est à l'Assemblée nationale, aux lois qu'on va prendre, à la gestion du pays, parce que c'est la conséquence logique. Si vous avez les meilleurs d'entre nous au Parlement, et tout sera mieux. Mais lorsque vous avez les mauvais d'entre nous au Parlement, alors la conséquence, il faut assumer. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous interpelle maintenant, je me dis, ça n'aurait pas de sens, parce que ça aurait été d'abord notre préoccupation à pouvoir comprendre que les élections, en tout cas, c'est une étape très importante si nous voulons, en tout cas, réorganiser les choses dans notre pays. Mais simplement, comme a dit Walter, je n'ai pas encore entendu, moi, un point de vue des dirigeants, comme pour dire, on n'est pas à mesure de financer telle étape. À ce jour, nous devons constater que nous venons de terminer l'opération de l'enrôlement. L'autre étape qui reste maintenant, c'est le dépôt des candidatures. Et donc, substantiellement, l'organisation des élections devient irréversible. Parce que la Constitution dit, le mandat, c'est 5 ans. Donc, en décembre, à partir du moment où le calendrier est sur tapis,
nous aurons les élections en décembre 2023. Mais l'ancien président doute aussi, Corneille Nangaa, il continue à émettre des doutes par rapport à Je vous ai dit la fois passée, je vous ai toujours dit la fois passée, Corneille Nangaa, lui, lorsqu'il était président de l'Assemblée, enfin, président du Sénat, enfin de la CENI, moi, Pascal, je ne l'accepte pas. Je l'ai douté du début jusqu'à la fin. Et en fait, quand nous avons organisé les élections, ce qui est vrai aussi, il faut toujours revisiter l'histoire. Jamais on a organisé les élections avec toute certitude de sa tenue. Que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018. On n'a jamais été sûr que les élections seraient organisées. Corneille Nangaa ne peut pas oublier que la problématique de la machine à voter a créé un doute dans l'organisation des élections jusqu'à la dernière minute. Et il est parvenu à organiser les élections. Être expert ne voudrait pas dire qu'on est plus que de la mirandole. Ce n'est pas le fait qu'on a été président de la CENI qu'on soit en mesure de tout comprendre. On n'a eu qu'à diriger ou à présider une telle direction, sinon un secteur. Il y avait des experts dans d'autres domaines qui travaillaient pour que sa signature ne soit pas contestée. Mais ce n'est pas parce qu'il avait la signature qu'il croit que lui maîtrise tout. Non. Expérience. Non, on n'est pas pique de la mirandole. Il doit se rappeler que lui-même, beaucoup ne l'ont pas accepté, entre autres Pascal qui vous parle ici. Moi, je ne l'ai jamais accepté. J'ai douté son expérience, son expertise jusqu'à la fin. Autant que lui peut faire aussi contre l'autre. Ce qui est normal, nous sommes en démocratie. Mais qu'il ne pense pas que son point de vue, c'est comme un évangile, parce qu'il a été président de la CENI, tout le monde doit l'accepter. La preuve, il boudait la fois passée les cartes. Nous nous sommes adaptés. Maintenant, les cartes des lecteurs, nous trouvons normal et puis nous avançons. Parce qu'on n'a pas de choix. Ce qui est important, Corneille Nangaa, c'est apporter son expertise technique intelligente pour que les choses se fassent pour l'intérêt du pays. Lui ne peut pas trop critiquer, ce n'est pas bon. Il voit l'actuel président de la CENI. Ils échangent, il donne son avis sur tel point. Au regard de son expertise, en tout cas, si nous faisons ça, ce sera bon pour le pays. Mais lui ne peut pas aujourd'hui tout vouloir critiquer. Mais ce n'est pas normal parce que il a géré quand même des questions sensibles de l'État. Corneille ne peut pas se comporter comme ça. Ce n'est pas un bon comportement d'un homme d'État. Voyez-vous? Donc ici, moi je pense que nous sommes en train d'évoluer, mais nous devons fournir beaucoup d'efforts. Pour moi, la priorité, c'est d'avoir de bonnes élections qui vont corriger ce que nous avions fait dans le passé. Merci Pascal. Alors nous allons aller dans ces élections avec la partie des lettres amputées, surtout que les dernières allégations de Paul Kagame est qualifiée par d'aucuns comme des déclarations de guerre. Non, on n'ira pas aux élections avec une partie imputée. D'ailleurs, la partie n'est pas encore imputée. Le M23 a été obligé, bien que nous n'avons pas gagné la guerre, on a perdu quelques batailles. Jusque-là, nous avons encore la possibilité de récupérer l'intégrité du territoire et que les populations qui étaient déplacées rentrent chez elles pour que l'enrôlement puisse se passer là où elle n'a pas encore eu lieu. D'ailleurs, je pense que ça sera la dernière étape. L'enrôlement, c'est 1 mois. Si on peut rallonger, comme ça s'est fait partout ailleurs, ça fera 2 mois. Je crois qu'il y a possibilité de récupérer cette partie-là parce que c'est un électorat important. On ne peut pas le laisser de côté. Je suppose que tout est fait au niveau de la CENI, comme je le disais tantôt aussi. On n'a pas encore décidé d'écarter cette partie-là et la décision ne revient pas à la CENI. C'est le gouvernement, il reviendra au gouvernement si ça ne sera pas possible de dire que dans telle ou telle partie du territoire, il n'y aura pas élection pour des raisons évidentes. Mais pour le moment, le M23 qui a été obligé de replier est en train de quitter, de libérer certaines zones que l'EAC est en train de contrôler. L'EAC, nous sommes membres de l'EAC, ce qui justifie aussi la présence des FRDC dans le contingent qui est en train de vérifier le retrait imposé du mouvement rebelle. Mais s'agissant des déclarations du Rwanda, nous sommes un très grand pays avec une très grande histoire. Tous ceux qui peuvent lire l'histoire de la République du Zaïre, ou État indépendant du Congo, ou la colonie belge et puis le Rwanda-Urundi,
tous ces gens-là peuvent constater que ce que Kagame dit est tout à fait faux. Par contre... Mais il est dit quand même. Par contre, oui. Par contre, je peux comprendre qu'ils disent qu'il y a des populations transfrontalières. C'est tout à fait normal. Non loin de chez nous, ici, dans la commune de Maluku, il y a des populations Téké qui sont entre deux rives du fleuve Congo. Quand vous êtes au village Kana, Tchumbiri et Ngabé, ces gens-là vont fêter des fois les mariages, deuil, en face de l'autre côté de la rive. Mais ce sont des populations d'autres de la RDC, les autres, mais on a été séparés par les frontières des 1881, disons, quand l'Afrique a été morcelée. Mais Kagame ne peut pas dire aujourd'hui que le Rwanda a une partie de ses terres au-delà des frontières héritées de la colonisation. Non, ça, il est dans le tort. D'ailleurs, notre gouvernement doit faire en sorte que l'histoire de la RDC soit enseignée dans les moindres détails. Je disais ici l'année passée que je n'ai toujours jamais compris pourquoi nous étudions autant Jeanne d'Arc, la guerre des 100 ans, les croisades, alors que nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays. Posez la question aujourd'hui aux élèves de l'école primaire. Connaissez-vous Kimpamvita, Simon Kimbangu? Ils le connaissent de nom. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces grands hommes qui ont construit notre pays. Mais c'est à nous de nous approprier notre histoire, de l'écrire et puis de l'enseigner à nos enfants. Que de demander tout le temps aux enfants de mettre la photo du président de la République dans chaque salle des classes. Je pense que contrer pareille menace consiste à former et mieux former la population congolaise dès le bas âge pour que nous ayons des arguments à chaque fois que nous parlons de la RDC, que nous soyons capables de défendre sur tous les plans les intérêts de notre patrie. Suivez Ndaïwel et d'ailleurs, à mon avis, le gouvernement devrait faire mieux pour qu'il communique davantage afin que ceux qui, les esprits faibles, ne soient pas déroutés ou désorientés par cette communication agressive de Paul Kagame ou du gouvernement rwandais. Il faut répondre par une autre communication. Et ce serait la meilleure efficace pour faire face à Il faut redoubler la communication, appeler les experts. Ici au Congo, il n'y en a pas assez qu'on ne puisse pas se leurrer. Sont très peu qui vont à la faculté pour faire l'histoire aujourd'hui. Ce sont des facultés qui sont ou des départements qui sont en train de se vider. Je me rappelle quand j'ai commencé l'université à l'UNIKIN, à l'économie, il y avait des bourses gratuites pour ceux qui acceptaient d'aller faire l'histoire et puis la littérature. Mais je ne sais pas, jusqu'à ce que j'ai fini, je n'ai pas vu un auditoire de plus de 10 étudiants au département de l'histoire à l'université de Kinshasa. Donc, on doit faire en sorte que nous ayons des gens bien formés en géographie, en histoire, en anthropologie, et toutes ces sciences-là qu'on néglige aujourd'hui vont nous rattraper, parce que quand vous allez sous d'autres cieux, l'histoire, la géologie, la géographie, l'anthropologie, la sociologie, ce sont des facultés ou des départements qui demandent beaucoup de ressources où on investit assez pour que les gens comprennent le sens de leur société, comment ils ont évolué afin de pérenniser la mémoire. Mais si nous continuons à être négligents, je crois que quelqu'un d'autre pourra venir et dire que Cabinda n'était pas un territoire congolais, il a toujours été angolais, alors qu'au départ, l'enclave de Cabinda était un territoire congolais. Et il y a aussi eu un problème par rapport à cela. Il y a toujours de problème. Le problème, c'est par rapport à l'exploitation du pétrole. Nous n'en sommes pas encore bénéficiaires, alors que la nappe traverse les deux frontières entre la RDC et l'enclave de Cabinda, qui est en quelque sorte sur, disons, le plateau continental côté congolais. Parce qu'il faut traverser le fleuve, vous quittez l'Angola, vous traversez le fleuve pour venir rejoindre l'autre bout du territoire angolais qui est du côté congolais. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle l'enclave, parce que c'est enclavé entre le territoire congolais et puis l'océan. C'est un peu ça, il faut que les gens... Donc pour vous, la meilleure façon, c'est que les experts communiquent davantage et qu'on enseigne aux enfants
notre histoire, l'histoire de la RDC, de ces grands hommes, afin que nous soyons, nos enfants, après nous, soient capables de défendre cette grande nation que mais de au nous moment où bombarder on l'histoire enseigne, des et gens aussi d'Arc. au Rwanda, ils enseignent aussi à leurs enfants. Vous ne trouvez pas que la meilleure façon, c'est de faire la guerre, comme a écrit, comme l'a dit Joao Djiba-Nkala, là. Faire la guerre n'a jamais été facile parce que même les États-Unis réfléchissent par 2 fois pour faire la guerre. Est-ce qu'il faut s'assurer que vous avez les moyens, le personnel, le matériel qu'il faut pour faire la guerre? Parce qu'il ne faut pas négliger le Rwanda parce que c'est un petit pays. Non, il ne suffit pas d'être si grand en termes d'espace ou du nombre de la population pour gagner la guerre. Je disais tantôt ici que Israël, c'est un tout petit pays, mais qui a fait face à plusieurs nations arabes et a gagné la guerre. Aujourd'hui, Israël occupe le Golan, un territoire syrien. Il y a une dizaine ou une vingtaine d'années qu'il a libéré le Sinaï à l'Égypte, occupe aujourd'hui le territoire palestinien, occupe encore une petite partie du territoire jordanien qu'il a libéré il y a une dizaine d'années. Donc, il faut vraiment faire très attention quant à vouloir trop vite déclarer la guerre quand on n'a pas suffisamment préparé. Par contre, c'est pas question de minimiser. Nous devons nous organiser parce que chaque jour ici, aussi bien les officiels que le commun de mortels disent que nous sommes infiltrés. Il faut régler ce problème-là. Je disais, les services d'intelligence doivent travailler, suffisamment travailler. Ce ne sont pas seulement les gens des demi-Dakar, comme on le dit, qui trahissent la nation. Quelqu'un peut être de père et de mère, mais un traître. Ça se fait partout. C'est pourquoi on parle des agents doubles. Dans le jargon des services de sécurité, les agents doubles. Ils travaillent pour la RDC, mais au même moment, ils vendent les informations chez un pays ami ou un pays adverse. Donc ces gens-là, ils sont dans les institutions, ils sont dans les services, mais c'est au service de faire un travail de contre-espionnage pour extirper ou réduire la menace sur l'intégrité territoriale. Donc, d'où la nécessité de réformer notre système de défense et de sécurité, mieux former le personnel, mieux les équiper, mieux les traiter pour qu'un jour nous soyons capables de faire face aux 9 voisins. Parce que moi, je ne calcule pas seulement le Rwanda, j'ai toujours dit la RDC doit se préparer à faire face à 9 menaces concomitamment. Donc c'est à nous de nous organiser pour que nous soyons capables un jour et sortir du lot parce que nous avons vocation à être ce grand pays qui impose même la paix dans la sous-région d'Afrique centrale. Voilà, merci Walter Kouif, Pascal qui s'impatiente déjà. Pascal, malgré l'histoire, malgré les écrits, mais d'où vient ce culot, ce courage-là de Kagame? Il y a même d'autres qui déplorent le silence de la communauté internationale. Ces propos sont-ils à minimiser ou à déclarer aussi une guerre comme lui il est fait, comme certaines personnes le qualifient, comme des déclarations de guerre? En 1997, le Rwanda entre en République démocratique du Congo, en République du Zaïre alors, avec l'AFDEL. À la tête, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il trouve un prétexte, s'attaquer au FDLR pour la sécurité du Rwanda. Et ils sont jusqu'ici. On arrive en 2007. C'est l'OCNDP, à la tête Nkunda. Le Rwanda trouve encore un prétexte. C'est pour se battre pour les réfugiés congolais qui doivent rentrer maintenant dans leurs terres. Ils sont avec le CNDP, le Rwanda. Et Kagame trouve cet argument-là. En 2012, après les élections de 2011, ils vont encore entrer en République démocratique du Congo jusqu'à Goma. Ils trouvent la raison de réclamer la date de la signature de l'accord qu'on avait signé avec le CNDP, le 23 mars. Ils vont créer le mouvement, le M23. Prétexte, chercher à pouvoir obtenir la possibilité par les autorités de la République démocratique du Congo, le retour des réfugiés congolais. Prétexte en prétexte. 2023 aujourd'hui. Ils entrent en 2022 pratiquement. Ils entrent encore le M23. Mais cette fois-là, ils changent d'argument.
Paul Kagame dit, c'est un problème congolais, ne les concerne pas. Il se justifie de cette manière-là. Et voilà, aujourd'hui, il parle de la conquête des terres. En d'autres termes, il a eu à préparer l'opinion depuis tous ces temps. Voilà. Aujourd'hui, il dévoile la position du Rwanda. Il dévoile la position du Rwanda parce qu'il n'a plus d'autres arguments à pouvoir avancer aujourd'hui. Il a avancé des arguments que le monde entier a consommés, que nous autres nous avons consommés, qu'à un certain moment on l'a cru, et finalement nous disions qu'il avait un autre plan. Aujourd'hui, il dévoile ce plan-là. Lorsqu'on disait que le Rwanda fait l'agression sur le sol congolais, le monde entier ne croyait pas à l'agression. Et Paul Kagame a avancé l'argument tel qu'il c'était un conflit congolais. Aujourd'hui, c'est clair, alors on comprend que il menait cette guerre depuis longtemps pour la conquête des espaces. Et maintenant, c'est à nous de construire une bonne communication. Alors, comment faire face à ces arguments? C'est construire une bonne communication. Lorsqu'il intervient de cette manière-là, de mon point de vue, il faut aussi que le chef de l'État intervienne. Comment? De quelle manière? De quelle manière? Lui est intervenu de quelle manière? Les médias sont là, il intervient. Il fait comprendre à l'opinion, effectivement, que ce que Paul Kagame fait, ce qu'il dit, ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Et ça va résoudre le problème? Ce n'est pas que ça va résoudre le problème. Est-ce que ce que Paul Kagame a fait, il a résolu son problème? Il n'a pas résolu le problème. Mais il informe. Mais aujourd'hui, nous faisons débat. Nous engageons le débat sur ces propos. Nous aussi, nous devons communiquer pour que le Rwanda aussi engage les débats. Il n'est pas invincible, de mon point de vue. Et c'est comme ça que je vous dis, il a beaucoup monté. Il a préparé l'opinion. Aujourd'hui, il dévoile sa position et le monde entier l'a compris. Et le silence de la communauté internationale face à ces propos? Il y a une certaine complicité, nous l'avons toujours dit. Il y a une certaine complicité. Mais ils ont beaucoup tenté, ça n'a pas marché. Ne baissons pas les bras, c'est une occasion. Parce que si on loupe cette occasion, ce sera encore très compliqué pour nous. Il faut d'un côté nous préparer militairement. Parce que son prétexte est avancé du fait que, de temps en temps, depuis les étapes que je vous ai démontrées ici, de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, la deuxième entrée du M23 sur notre sol, le Rwanda entre facilement. Et il se croit fort parce qu'il vient. Souvent, des fois, il rentre. Il vient encore demain, il rentre. Ils entrent. Le jour où il va tenter, qu'il ne sait même pas franchir 2 pas de la frontière, je crois que les choses ne se feront pas. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions aussi très sérieusement mettre l'accent sur la réforme militaire, la préparation de nos éléments pour la protection de l'intégrité territoriale. D'un côté. De l'autre côté, il faut activer la démocratie. Enfin, qu'est-ce que je dis? La diplomatie. Okay. Je pense que le français nous rend mauvais service aussi. Parfois, le point de vue que nous donnons ici, c'est limite entre nous ici, un peu nos frères qui sont en Belgique. En France, ça s'arrête là. Les vrais décideurs, parfois, ne nous comprennent pas. On peut aussi concevoir, n'est-ce pas, un plan sur la problématique de la langue. Et le Rwanda l'a compris. Et les Français sont derrière le Rwanda aujourd'hui. La preuve, malgré que le Rwanda a, en tout cas, mis le français, la langue française au second plan. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Mais les Français ont trouvé bon de confier le secrétariat de la francophonie au Rwanda. Nous pouvons aussi, nous, à notre niveau, parce que nous sommes un grand pays francophone, jusqu'ici, aucun apport consistant de la France. On peut aussi tourner le dos à la France. Prioriser maintenant l'anglais pour que nous soyons compétitifs avec les autres. Qu'on construise des bons lobbying pour que nos voix, telles que nous les faisons là, pas seulement des officiels, même nos voix de la population, soient entendues par des autres instances. C'est de cette manière, de mon point de vue. De l'autre côté, aussi, revoir le comportement de notre classe politique. Il est vrai que nous sommes en démocratie, il est difficile qu'on voit les choses de la même manière, mais lorsqu'il s'agit des intérêts du pays, dans le cas d'espèces par exemple, nous devons avoir des discours constructifs parce qu'il s'agit de la vie de chacun.
Joseph Kabila était hier au pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est au pouvoir. Demain, il ne sera pas au pouvoir. C'est Pascal qui viendra demain au pouvoir, et ainsi de suite. Mais le cadre qui fait que nous ayons le pouvoir, le cadre qui fait que nos progénitures survivent, nous devons, nous aussi, chacun là où il est, apporter son degré d'effort pour que ce cadre soit protégé. Voilà pourquoi, même du côté de la classe politique, il faudrait qu'à un certain moment, il y ait des ententes pour des questions essentielles, les questions de vie, telles que celles-là. Et donc, ici, Paul Kagame, aujourd'hui, c'est comme un nom de référence. Nous l'avons beaucoup cité que même nos enfants commencent à réciter le nom de Paul Kagame. Ils sont prêts à oublier le nom de notre président de la République et connaître le nom de Paul Kagame. Pourquoi? Parce que nous les citons de temps en temps. Mais ils marchent sur nous. Mal, bien entendu. Ils marchent sur nous chaque jour, ainsi de suite. J'étais dernièrement ici à Goma, quand vous regardez les camps de réfugiés, comment nos Congolais vivent, Gisèle. Si vous avez un cœur, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous opposer, en tout cas, à ce qui est mené comme effort à retrouver la paix à l'Est, même si on est de tel autre camp? Non. Merci. Voilà. Chose qui est fini également. Walter, nous avons fini. Oui, on a fini, mais il faudra redire que nous devrons encore redoubler d'efforts sur le plan politique, mais aussi diplomatique et militaire pour que notre cause soit portée non pas seulement par nous-mêmes, mais par la communauté internationale. Vous avez suivi l'émissaire des Nations Unies, même des États-Unis ou de la France. Tous ceux qui viennent ici, personne ne veut sanctionner le Rwanda. Donc sur le plan diplomatique, nous n'avons pas encore gagné. Or, cette question ne peut être résolue que si nous sommes capables, si nous gagnons militairement le M23. Mais si on ne gagne pas militairement le M23 et le Rwanda, c'est au niveau diplomatique en obtenant des sanctions contre le Rwanda. Or, États-Unis, France, Angleterre, aujourd'hui, ne veulent pas condamner et surtout punir le Rwanda. Aussi longtemps que le Rwanda ne sera pas puni, et si nous sommes faibles, on en sera là à parler, les choses ne vont pas changer. Parce que rappelez-vous, ça fait plus de 20 ans que l'on condamne la colonisation d'Israël en Palestine, mais sans sanction contre Israël, la colonisation continue. Donc nous devons faire en sorte que la situation soit renversée. Merci Walter Koui, merci Pascal Onge, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque, merci à l'équipe technique, Niwa Pezo, Moron Djambé, Dieu merci Kifou, Doudou Montiri, coach de Kiosque, l'homme de Mongafoula. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.